Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre permanence de Rambouillet. Oui. Je rappelle que vous êtes le président Les Républicains du Sénat, sénateur des Yvelines. Alors on l'a appris la semaine dernière, la disparition du troisième président élu de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing. Une image, un souvenir que vous gardez de cet homme politique? Un souvenir récent puisque je lui rendais visite régulièrement. Et notre dernière rencontre, c'était en 2019. Nous sommes téléphonés depuis une fois. Elle portait sur la Constitution, le projet de révision constitutionnelle qui avait échoué d'Emmanuel Macron, et c'était aussi son attachement au Parlement. Je n'oublie pas que c'est à Valéry Giscard d'Estaing qu'on doit la capacité de saisir le Conseil constitutionnel pour 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui est un droit formidable, notamment pour l'opposition. Et puis, c'est lui qui a mis en place les questions au gouvernement. Comme je l'ai dit au Sénat la semaine dernière, pas peut-être pour la plus grande joie des ministres, mais c'est en fait quelqu'un qui a aussi renforcé le Parlement. Et tout le monde connaît Valéry Giscard d'Estaing, l'Européen, l'homme qui a fait évoluer notre société sur la condition des femmes, sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est un homme qui a été profondément moderne. Alors justement, vous parlez du recours devant la Cour constitutionnelle. Ce texte pourrait faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. C'est la proposition de loi de sécurité globale. Le texte a été transmis au Sénat le 24 novembre dernier. Les sénateurs souhaitent réécrire en partie ce texte. On parle beaucoup de l'article 24 sur la diffusion des images des forces de l'ordre, mais il y a aussi des propositions sur les policiers municipaux, sur la formation dans les métiers de sécurité. Quelle est votre position par rapport à ce texte et qu'est-ce que vous souhaitez pour renforcer la sécurité des Yvelinois notamment? C'est une proposition de loi de 65 articles et elle traite aussi bien, comme vous l'avez dit, de la police municipale, mais ce qu'on appelle le continuum de sécurité, parce que, on le voit bien face à la montée des violences, la réponse de la sécurité est essentielle dans un état de droit. Pour les Yvelinois, on le voit dans les parfaites coopérations entre les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie. Améliorer encore ces relations, le fonctionnement, c'est tout simplement l'intérêt des citoyens. Ce texte prévoit aussi l'articulation avec la sécurité privée. Et puis il y a aussi d'autres aspects dans ce texte qui peuvent interroger. Nous devons assurer aussi la protection des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Cette protection-là, elle nécessite qu'il ne puisse pas être fait pression sur eux. Et je dois dire que en 15 ans, les agressions vis-à-vis des policiers ont augmenté de 80%. Vis-à-vis des sapeurs-pompiers, en 10 ans, de plus de 200%. Il y a eu un rapport au Sénat en 2019 sur ce sujet. Donc il y a de vraies interrogations, de vraies attentes. Le Sénat, nous l'avons rappelé un peu sèchement, il n'est pas là pour ajuster des textes, il est là pour examiner, dans le cadre du bicamérisme, un texte qui, là, nous vient de l'Assemblée nationale, que nous allons examiner en commission d'abord des lois, puis en séance plénière, et le texte qui sortira des travaux du Sénat, il fera l'objet du dialogue avec l'Assemblée nationale. On s'est un peu énervé, vous savez, au début de la semaine dernière, du côté du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ce qui m'a obligé, mardi de la semaine dernière, à rappeler tout le monde, tout simplement, à la lecture de la Constitution, qui porte le même numéro. Article 24, le Parlement vote la loi. Alors un tout autre sujet d'actualité, c'est la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Les très petites et moyennes entreprises ont été très impactées, alors tout dépend aussi du secteur d'activité. Quelle est la situation dans le département des Yvelines, notamment dans les centres-villes, dans les zones d'activité? D'abord, cette crise sanitaire m'amène à penser aux malades, aux familles en deuil, à l'engagement des soignants, qu'ils soient à l'hôpital, en ville, à ceux qui contribuent au quotidien à l'accompagnement de nos aînés. Je crois qu'on ne doit pas l'oublier, mais naturellement, il y a aussi la dimension de crise économique, de crise sociale. Et je suis frappé dans cette permanence par le nombre de jeunes
à la recherche d'un stage, à la recherche d'un petit boulot, à la recherche d'une alternance. On a donc des vrais sujets à résoudre, qui sont des sujets du quotidien. On me disait ici, pour celles qui assurent l'accueil permanent, qu'en 3 mois, il nous a été demandé plus d'intervention pour trouver ce stage, cette alternance qu'en 1 année. C'est dire que c'est une vraie préoccupation. Alors, les entreprises dans le département, plus de 23 000 déjà ont fait appel au fonds d'indemnisation. Il y a eu 35 000 demandes d'activité partielle. Ma préoccupation va bien sûr à toutes ces entreprises, à l'emploi et parfois aux conséquences de cette crise qui conduira, je le crains, vers les pertes d'emploi. Mais il y a aussi l'immédiateté que nous vivons en ces temps de Noël, de cœur de ville, de cœur de village, où les commerces dits non essentiels, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ont été fermés longuement, dans une décision qu'il aurait mieux fallu traiter localement. C'est ce que le Sénat avait dit à l'unanimité. Aujourd'hui, il faut les accompagner, les soutenir et se dire que la place de Noël, c'est d'abord au cœur de votre ville, au cœur de votre village. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, me semble-t-il, pour qu'on fasse Noël et que Noël soit l'occasion, en quelque sorte, d'apporter un peu de baume dans les interrogations, les angoisses. Je note que beaucoup de commerçants et d'artisans, je le disais il y a peu avec le préfet, et nous échangions, vivent vraiment des temps très très difficiles. Pour certains, difficultés de l'immédiat vis-à-vis des loyers, des stocks énormes qui sont là présents. Il va falloir les accompagner au-delà, je l'espère, du processus de sortie progressive du confinement. Vous l'avez dit, il y a l'impact social aussi. 200 maires ont fait un courrier au président de la République. Le gouvernement a donné une réponse, que le 1% du plan de relance serait accordé aux quartiers prioritaires, parce que c'est là le sujet, c'est les quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville. Dans les Yvelines, il y a de nombreux quartiers de ce type. Quel est votre regard là-dessus ? J'ai reçu, la semaine dernière, les représentants de ces maires. Parmi eux, Catherine Arenou, le maire de Chanteloup-les-Vignes. La certitude d'avoir 1%, c'est bien le moins. C'est tout simplement ce qu'ils doivent recevoir. Mais il y a d'autres sujets. Et notamment, il y a des chiffres qui m'ont beaucoup frappé. Le maire de Roubaix, qui était là, a porté témoignage qu'il avait distribué en 3 mois plus d'aide alimentaire qu'en 1 année dans la ville de Roubaix. Le maire de Grigny, comme le maire de Chanteloup-les-Vignes, nous ont dit que près de 50% des citoyens s'étaient désengagés de la vie associative, faute de moyens, dans ces moments de blocage de la vie collective. Et je dois dire qu'il faut qu'on aille au-delà. Alors ils ont appelé ça le Conseil des solutions, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une agilité, une capacité à répondre et peut-être relire ce que Jean-Louis Borloo avait proposé au président de la République, qu'il a regardé d'une manière un peu lointaine et peut-être un peu condescendante. Il y a, je dois le dire, cette crise nous rappelle qu'il y a beaucoup de cités, et pas simplement les cités dont on parle tout le temps, car on ne serait pas à 200 maires. Que le maire de Cahors, d'Albi ou d'ailleurs soit signataire, c'est qu'il y a bien des quartiers dans lesquels la crise a une dimension tout à fait particulière, avec une fragilité humaine, avec la tentation que cette fragilité conduise au repli communautariste. Est-ce que, en tant que président du Sénat, représentant des collectivités territoriales, vous avez le sentiment que le gouvernement, le président de la République, entend ces maires ? En tous les cas, c'est ce que nous avons tenté de lui faire passer mardi dernier, quand il a reçu, à ma demande et à la demande des présidents de groupe, tous les présidents de groupe du Sénat. Nous avons parlé bien sûr de la crise, bien sûr de ce qui va être le plan vaccination, bien sûr de la situation économique. Nous avons beaucoup parlé de pauvreté, car la pauvreté, c'est quelque chose, et pas simplement dans les 200 villes signataires, qui est une conséquence déjà palpable. Et nous ne sommes pas en 2021 avec les interrogations que nous avons sur la montée du chômage qui nous inquiètent. Mais la pauvreté, c'est une réalité aujourd'hui. Pour beaucoup de jeunes qui faisaient des petits boulots,
Pour beaucoup de gens qui étaient à temps partiel et qui le complétaient par d'autres activités, certaines officielles, d'autres moins, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le confinement, le blocage d'une partie de l'activité, eh bien, crée cette pauvreté-là. La crise sanitaire, elle a aussi des conséquences sur la démocratie, les prochaines échéances électorales. Le report des départementales et des régionales au mois de juin 2021 devrait être officialisé par le gouvernement courant décembre. Quelle est votre position quant à l'organisation à la fois de la campagne, du scrutin ? D'abord, nous voterons la semaine prochaine et sur le rapport de Jean-Louis Debré, je crois que nous allons dégager un accord pour que les élections départementales et régionales se tiennent au mois de juin, qu'elles se tiennent dans un cadre qui devra être adapté. Campagne, donc durée de campagne, compte de campagne, parce que la démocratie, c'est tout ça. C'est le temps de la campagne électorale, c'est aussi le contrôle de cette campagne, notamment sur les moyens financiers, parce qu'une démocratie, c'est quelque chose qui est équilibré entre les différents candidats, et mode, j'allais dire, d'expression du vote. La procuration, confirmer ce qui avait été fait d'une manière peut-être encore plus large au moment de l'élection municipale du printemps. Question des salles. Nous aurons en effet une élection synchrone départementale et régionale. Vous êtes pour d'ailleurs que ça se tienne le même jour ? C'est un vote qui a déjà eu lieu et il faut le confirmer. Vous savez, on ne change pas les règles du jeu tout le temps. Je crois qu'en démocratie, c'est aussi des règles du jeu claires, connues à l'avance, et dans lesquelles on n'évolue pas au gré, j'allais dire, des humeurs ou des calculs politiques. Et il y a des endroits où c'est difficile de faire tenir dans une pièce comme celle-ci, parce qu'il y a des mairies de cette taille-là, de scrutin. Donc, réflexion autour des conditions d'organisation des bureaux de vote. Et puis, bien sûr, faut-il ou non voter par correspondance ? La semaine prochaine, la commission des lois du Sénat rendra son rapport et son avis sur toutes ces questions soulevées par le scrutin, et notamment la question du vote par correspondance, avec, j'allais dire, deux exigences. Il faut que ce soit un vote sincère, il faut qu'il soit fiable, et il faut techniquement, à cause du deuxième tour, qu'il soit réalisable, parce que régional, ça veut dire le mardi soir en cas de fusion de liste. Est-ce qu'on est capable d'éditer la profession de foi de la nouvelle liste, de l'adresser à l'électeur et que l'électeur ait le temps de voter. Voilà des sujets, sincérité du scrutin, mais aussi fiabilité de la méthode. Votre regard sur les enjeux de ces deux scrutins, alors au niveau région Île-de-France et département des Yvelines. Au niveau du département des Yvelines, je pense que si je disais conforter la majorité départementale, elle ne peut pas être plus confortée qu'elle n'est, puisque tous les cantons, j'allais dire, sont représentés par des conseillers départementaux qui appartiennent, avec une diversité politique certaine, mais à la majorité départementale. Ça doit être l'occasion aussi, dans un certain nombre de cas, de renouvellement de candidats. Il y a un certain nombre de candidats qui ont dit qu'ils ne se représenteraient pas. Et l'enjeu, c'est la place et le rôle du département. Et je dois dire que dans ces temps où, par exemple, en Vallée de Seine, les questions économiques et sociales restent extrêmement fortes. Vous voyez bien que l'industrie automobile, mais aussi d'autres activités industrielles connaissent des difficultés. En ces temps où il nous faut conforter des politiques sociales, nous avons besoin d'un département actif, présent. Naturellement, l'élection régionale est une élection essentielle. Beaucoup a été fait, je dois le dire, sous la présidence de Valérie Pécresse. Je pense au quotidien, même s'il reste encore beaucoup à faire, sur les transports. Je pense à la question environnementale, à la question économique. Mais aussi, on l'a vu dans la crise, sans les maires, sans le conseil départemental, sans le conseil régional, je ne suis pas bien certain, et je porte un masque à cet instant, qu'on ait pu sortir de la première crise de la même manière. Ils ont démontré, au fond, qu'ils étaient au service des citoyens
et du quotidien en proximité. Car le sujet de la proximité, c'est un sujet essentiel dans notre démocratie. Vous allez être président du comité de soutien de Valérie Pécresse pendant cette campagne. Quel rôle vous allez jouer en fait? Elle me l'a demandé, je l'avais déjà été la fois dernière. Mon rôle, c'est d'abord, dans ma responsabilité de sénateur, d'indiquer que l'approche que Valérie Pécresse a du territoire francilien est une approche qui correspond dans la proximité, ça n'est pas rien d'être dans la proximité, avec plus de 12 millions d'habitants. Elle prend en compte cette formidable région, cette région capitale qui a une responsabilité nationale majeure. Si je prends un exemple, en matière environnementale, elle a beaucoup plus fait que tous ceux qui se proclamaient des environnementalistes. Et donc, dégager avec elle, autour d'elle, c'est le rôle d'un président de comité de soutien, j'allais dire quelques éléments du projet qui doivent être des projets partagés. Nous ne devons pas oublier que l'Île-de-France, c'est aussi un département comme la Seine-Saint-Denis, avec d'immenses difficultés. Eh bien, les réponses que nous devons apporter, elles doivent s'adapter à chacun des territoires, mais elles doivent être une marque commune, celle de notre région, celle de ses responsabilités, avec notamment la dimension économique. Et derrière la crise économique, la région sera un acteur majeur. Et si le plan de relance réussit, il ne réussira qu'à une condition, qu'il soit déconcentré au niveau de la région, au niveau des départements et au niveau des communes. Un dernier mot pour conclure. On sait que vous suivez Valérie Pécresse depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que c'est régional pour elle? Ça représente un tremplin peut-être pour les élections présidentielles de 2022? C'est d'abord un tremplin pour la région Île-de-France. Donc l'enjeu, c'est Valérie Pécresse encore... j'allais dire à la tête de l'Île-de-France pour les 6 années qui viennent. Ça m'apparaît tout à fait essentiel. Ensuite, Valérie Pécresse est une femme politique, nationale. C'est un sujet, il faudra que se dégage un candidat dans les familles du centre, de la droite républicaine, chez les gaullistes, un ou une candidate. C'est ce à quoi je travaille, pour qu'il n'y ait, j'allais dire, le moment venu qu'un seul candidat, parce que je pense que nous avons une responsabilité, le centre et la droite, c'est d'offrir une alternative à Emmanuel Macron. Parce que si la seule alternative, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ou Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, je pense que ça n'est pas l'alternative que je souhaite. Après qu'il y ait un débat, eh bien, entre Emmanuel Macron et un candidat ou une candidate que nous soutiendrons, c'est tout simplement une démocratie qui fonctionne. Avant de conclure, vous dites que vous travaillez dessus. De quelle manière? Je suis en train de voir tous les candidats ou les candidats potentiels, de réfléchir à ce qui pourrait être une méthode de départage, mais laissez-moi là un peu de temps, on en reparlera au printemps. Merci Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat et sénateur des Yvelines.